L'intelligence émotionnelle, c'est comprendre ce qui se passe en nous, mais aussi dans les autres. C'est ça l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle nous aide à vraiment prendre du recul par rapport à nous-mêmes et à nous projeter. Quand on gère, on suppose que la chose est là, on gère, on la transforme, on l'oriente comme on veut, alors que le refoulement, c'est vraiment dire non, je ne veux même pas vous. Je mets ça sous le tapis, je mets ça. C'est important de pouvoir gérer ses émotions. Gérer ses émotions, ça veut dire accueillir cette émotion. L'accueillir, la prendre, la questionner. Pourquoi je réagis comme ça? Bienvenue à notre Tea and Break. Bonsoir Monsieur Narcisse, bienvenue à toi. Bienvenue à ce tout dernier numéro, je vais dire le tout dernier numéro du Tea and Break de cette année. Alors à tous qui nous rejoignez, bonsoir à Providence Bango. À vous qui nous rejoignez, je vais faire une petite présentation de qui est Monsieur Narcisse. Monsieur Narcisse est un cadre dans une agence gouvernementale au Congo. C'est une personne très active que l'on voit partout, sauf d'une part. Très présent au sein des associations. Il est très actif au sein des associations. Il est le fondateur d'une association qui forme en prise de parole en public, donc Toastmaster Club. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre le club Toastmaster qui se réunit tous les lundis. Club Bikondi se réunit tous les 2e et 4e jeudis de chaque mois. Yes. Quand je vous invite au club de prise de parole en public, c'est un espace convivial. Je ne sais pas, c'est vraiment le mot qui me vient, convivial. Quand vous y arrivez, vous avez juste envie de rester. Tellement l'atmosphère, elle est conviviale, elle est apaisante. C'est un endroit où on apprend énormément, où il y a des personnes de qualité qui ajoutent réellement de la valeur à nos vies. En tout cas, moi, je vous encourage à joindre le club. C'est tous les jeudis, tous les 2e et 4e jeudis de chaque mois à l'hôtel Olympique. Les séances commencent à 17h. C'est bien ça, Monsieur Narcisse? Ok. Alors, je ne vais pas tarder. Monsieur Narcisse est quelqu'un de très pointillé sur les longues présentations, donc je ne vais pas beaucoup m'attarder. Je vais lui donner la parole. S'il souhaite dire quelque chose d'entrée de jeu, peut-être saluer tout le monde. Vous avez la parole, Monsieur Narcisse. Tu as la parole, Monsieur Narcisse. Encore une fois, salut à toute la communauté du Tea Break. Je dois dire que c'est ma première fois d'intervenir dans ce programme. Et c'est aussi une première expérience pour moi d'avoir autant de personnes connectées à une communication. Je vois 3000 connectés en ce moment. C'est assez intimidant, on n'entend plus bien. Merci beaucoup. Alors, petite rectification. On sait que tu n'es pas habitué à TikTok. Les 3000, en réalité, ce sont les likes en tapotant. Alors, nous allons commencer. Encore une fois, je vais présenter ce qu'est le Tea and Break. Le Tea and Break est un espace où l'on échange sur les questions concernant l'intelligence émotionnelle, la guérison émotionnelle et la santé émotionnelle. Et ce soir, on vous reçoit justement pour parler d'intelligence émotionnelle et pas seulement professionnelle. Comment est-ce qu'on peut s'épanouir personnellement et professionnellement en développant une bonne intelligence émotionnelle. Donc, Monsieur Narcisse, je sais que vous dites que vous n'aimez pas beaucoup quand je vous appelle Monsieur Narcisse. Je vais essayer de tutoyer. Alors, premièrement, j'aimerais bien que l'on place les bases parce que nombreux sont connectés. Peut-être il y a des nouvelles personnes qui ne connaissent pas nécessairement ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce qu'on entend parler par épanouissement personnel, épanouissement professionnel? Est-ce que c'est gravir les échelons? Est-ce que l'épanouissement personnel veut dire avoir un compte en banque bien rempli? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ces différentes expressions bien avant que l'on entre vraiment dans le vif du sujet? Oui, déjà pour moi, émotionnel, c'est déjà comprendre. Pour moi, c'est comprendre ce qui se passe en soi-même et dans les autres sans se perdre en chemin. Pour moi, c'est ça que c'est comme ça que je conçois l'intelligence émotionnelle. En effet, quand on parle d'émotion, nous réagissons souvent à des choses. Quelqu'un peut nous frustrer, quelqu'un peut faire quelque chose qui nous fait mal, qui nous rend joyeux. Et la réponse donc à cette action de l'autre,
c'est l'émotion qui vient. Le plus souvent, quand on n'a pas cette conscience, on évolue en mode automatique. On ne cherche pas à comprendre pourquoi on réagit d'une certaine manière. On réagit simplement. Je suis comme ça, point final. Alors, l'intelligence émotionnelle nous sort un peu de ce mode automatique pour prendre conscience de nos réactions et de leur source. Pourquoi nous réagissons comme ci et pas comme de l'autre manière. On t'a posé une autre question sur l'épanouissement. Pour l'intelligence émotionnelle, c'est bien ça. Et l'autre question, c'est qu'est-ce que l'épanouissement personnel et professionnel? Que sont l'épanouissement personnel et professionnel? Comment est-ce que toi, tu le définis? Bon, pour moi, l'épanouissement, pour moi, c'est un peu lié à la croissance. À la croissance. C'est-à-dire quand quelqu'un qui s'épanouit, lorsqu'il prend d'abord plaisir dans ce qu'il fait, lorsqu'il devient meilleur qu'il ne l'était hier, et lorsqu'il s'accomplit. Donc, il y a ce sentiment de progression qui entre en jeu en parlant de l'épanouissement personnel. Et ça se transpose aussi dans le milieu professionnel. On peut être épanoui professionnellement, pas seulement par le gravissement des échelons, mais même dans le travail qu'on fait tous les jours, si on peut faire appel à des capacités nouvelles, si on peut chaque fois tirer, chercher à apprendre de nouvelles choses et à les appliquer dans notre travail, ça rend le travail dynamique, on prend plaisir dans ce qu'on fait et là on peut dire qu'on s'épanouit dans notre travail. On n'est pas statique, voilà, on s'épanouit, on grandit. À toi. Okay. Donc, épanouissement professionnel, tout comme épanouissement professionnel et personnel, il y a vraiment la notion de prendre plaisir à ce que l'on fait. Et la notion de développement. Ça, c'est ce que je retiens de ta définition. Voilà, développement de soi et également le plaisir de ce que l'on fait. Là, ça va vraiment dans le cadre de développement, l'épanouissement professionnel et l'épanouissement personnel. Et pour l'intelligence émotionnelle, tu as souligné que c'est vraiment le fait de comprendre les autres, de se comprendre les autres sans se perdre, ce qui est important. Et également la prise de conscience de nos réactions, mais surtout de leur source. Parce que c'est bien beau de réaliser que, bon, je suis en colère, je suis anxieux, je suis frustré et autres, mais c'est surtout important de connaître la source. Là, je pense que les bases sont bien implantées. Oui, tu prenais la parole? Et donc, comprendre vraiment le pourquoi de cette réaction, le pourquoi de ce sentiment à l'instant T même. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Narcisse, enfin, peut-être pas ces définitions en général, mais ces définitions propres à vous, à toi, de ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, de ce que c'est que l'épanouissement personnel et l'épanouissement professionnel. Alors, sur le coup, moi, j'aimerais savoir, vu que l'épanouissement émotionnel revient à être conscient, à prendre conscience de nos réactions, comment est-ce que cette prise de conscience peut influencer notre vie professionnelle ou encore nos relations professionnelles et nos relations personnelles? Cette prise de conscience va nous permettre de bien, comment dirais-je, de bien naviguer dans nos relations, de ne pas être réactif, de ne pas être, je n'arrive pas à trouver la bonne expression, c'est-à-dire de ne pas subir nos émotions et puis de regretter après qu'on a dit. Il arrive qu'on se prenne la tête avec des personnes qui s'énervent. Moi aussi, il m'est arrivé souvent de m'énerver. J'ai dit des choses désobligeantes à la personne qui m'a énervé. Et après, lorsque je me fais un peu poser, je me dis, ah mais tiens, mais j'ai dit quelque chose à telle personne, je n'aurais pas dû le faire et je repars demander pardon. Alors, plutôt que de repartir, chercher à corriger les erreurs, chercher à guérir ce qu'on a détruit, on peut éviter cela en prenant conscience de ses émotions, en prenant des actions, s'éloigner par exemple
éviter de parler. Bon, pour ceux qui sont des enfants de Dieu, ceux qui sont lecteurs de la Bible, il est dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une situation où on se sent dans l'injustice et qu'on est en colère, il y a de fortes probabilités que ce qu'on dira ou ce qu'on prendra comme action à cet instant T ne va pas aller dans le sens de la justice. On fera des erreurs et il y aura des torts de notre côté autant que de l'autre. Donc c'est prendre conscience des émotions nous évite de poser des actions que nous allons regretter demain. Que ce soit dans le domaine personnel et même dans le domaine professionnel, où c'est encore plus grave. Imaginez que vous êtes en face d'un hiérarchique qui vous met de la pression, qui manque de courtoisie aussi, qui vraiment qui vous pousse à bout. Et vraiment vous arrivez à bout. En tant qu'humain, vous serez tenté de répondre à votre supérieur hiérarchique de manière désobligeante. Mais ça peut être fatal. C'est une demande d'explication qui va tomber. Et pire même, vous pourrez être mis à la porte si votre faute est jugée tellement grave. Donc l'intelligence émotionnelle nous aide à vraiment prendre du recul par rapport à nous-mêmes et à nous projeter vers l'avenir. Ouais. Alors, sur le coup, moi, j'aimerais te demander, tu as parlé du fait que, tu as souligné le fait que l'intelligence émotionnelle nous amène à prendre du recul par rapport à nous-mêmes et surtout, ça nous évite de commettre des actions ou bien de dire des choses que l'on va regretter à la suite. Mais j'aimerais savoir comment à ce moment-là maintenant, on arrive à dissocier la gestion des émotions et le refoulement des émotions. Parce qu'après, surtout, tu as souligné qu'en milieu professionnel, ça peut être très sévère lorsque voilà, dans nos propos, on déborde un peu. Comment est-ce qu'on arrive donc à faire vraiment, à nuancer la gestion des émotions et le refoulement? Parce qu'à un moment donné, on va refouler les émotions, et on se retrouve dans une situation où, comme on dit, la goutte qui fait déborder le vase, on explose. Comment ne pas arriver à ce stade-là? Parce que c'est comme ça que moi je perçois le refoulement des émotions. C'est en réalité une accumulation des émotions. On va accumuler, et il va forcément arriver un jour où on sera face à quelqu'un qui va, comme on dit, nous pousser à bout, et là, on va exploser. Et si par mégarde, c'est notre responsable hiérarchique, c'est un collègue, voilà, c'est vraiment compliqué. Alors, comment vraiment ne pas tomber dans le refoulement des émotions, mais dans la gestion des émotions? Je viens déjà mettre un peu de lumière. Tu emploies des expressions que j'ai beaucoup aimées. Gestion et refoulement. Quand on gère, on suppose que la chose est là, on gère, on la transforme, on l'oriente comme on veut, alors que le refoulement, c'est vraiment dire non, je ne veux même pas vous prendre, je mets ça sous le tapis, je mets ça dans le placard, ça s'accumule jusqu'à ce que, boum, ça s'éclate, tu l'as bien illustré. Alors, la gestion, c'est important de pouvoir gérer ses émotions. Gérer ses émotions, ça veut dire accueillir cette émotion, l'accueillir, la comprendre, la questionner, pourquoi je réagis comme ça. Et une fois qu'on a la réponse, on oriente cette émotion. Soit tu vas te calmer, tu vas prendre de la marche, tu vas marcher un tout petit peu, tu vas boire de l'eau, ou bien tu vas écouter de la musique, voilà, pour t'apaiser un peu, ou bien tu vas regarder des photos de joie, de beaux souvenirs, pour un peu pirater moi j'appelle ça pirater ses émotions. Hein. Quand tu es fâché et que tu regardes une image qui te ramène dans un souvenir euh, vraiment très marquant, tu changes complètement de tempérament à l'instant. Donc ça, c'est des techniques qu'on peut employer pour pouvoir mieux gérer ses émotions à l'instant T et faire ce qui est juste, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a gérer ses émotions comme technique. Moi, souvent, c'est ce que je conseille à certaines personnes.
de marcher, d'écouter de la musique, vraiment de la musique gaie, joyeuse. Et moi, j'ajoute également des exercices de respiration parce que souvent, lorsque l'on est en colère, il y a vraiment cette pression qu'il y a et il faut vraiment équilibrer. Donc, vraiment faire appliquer, adopter des exercices de respiration pour faire descendre la pression et commencer à réfléchir un peu plus, de manière plus sobre. En tout cas, merci beaucoup. Donc, c'est bien clair qu'il y a une nuance entre et oui. Oui, je reste encore sur ce point-là. La respiration, c'est très bien. Il y a aussi le sport, l'activité physique. Ça aussi, ça peut aider à mieux gérer son stress. Il y a, je crois que c'est Hermélion, de jeunesse, on en parle, qui dit que certains Et se merveilleux, cachent oui. également dans le travail. Voilà. Certains se cachent dans le travail comme échappatoire. Effectivement, c'est vrai aussi. Certains, Exactement. parfois, préfèrent jusqu'à des heures indues au travail parce qu'ils refoulent, ils fuient une certaine émotion, ils fuient certaines pressions. Et Pas la pression à la voilà, maison. ce n'est pas toujours, par exemple. Voilà. Yeah. Donc, Ok, ce qu'on doit comprendre, c'est que vraiment... Comment? je te laisse poursuivre. Tu avais une autre question, une synthèse, peut-être. Oui, du coup, par rapport à ce que tu as rajouté, j'aimerais vraiment ajouter une petite conclusion de ce que l'on devrait vraiment retenir, c'est que il y a donc cette grande nuance entre la gestion et le refoulement. Le refoulement, c'est vraiment ne même pas vouloir comprendre pourquoi est-ce qu'on ressent telle ou telle émotion, c'est de se dire, ok, je n'ai pas besoin de cette émotion, elle ne va pas m'aider en ce moment, alors on la refoule. On veut vraiment pas s'y intéresser, mais la gestion, c'est de se dire, ok, pourquoi je ressens cette émotion, quelle en est la cause, comment est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux faire pour réellement la surmonter si c'est de la colère, même dans certains cas même de la joie, parce que quand on est trop joyeux, on fait souvent de très très mauvais choix. Donc vraiment se questionner et se dire, est-ce que cette émotion, l'intensité de cette émotion à cet instant T, vraiment est la bonne, et voir quelle méthode adopter pour la réguler, si je peux le dire comme ça. Tu as donné l'exemple de marcher, de boire de l'eau, de vraiment se calmer, de ne pas parler, de prendre du recul face à la personne. En tout cas, ça, c'est ce que moi j'ai retenu. J'espère que à ceux qui sont connectés également, on prend note pour justement appliquer ça dans des cas où on se sentira presque overwhelmed par nos émotions. Alors, j'aimerais poursuivre. Et dans la gestion des émotions, justement, moi, je vois très souvent l'intelligence émotionnelle, on met très en avant l'empathie. Comprendre les autres, pouvoir interagir avec les autres, se mettre à la place des autres, se mettre dans les bottes des autres, pouvoir les comprendre. Après, moi, je me dis, c'est bien beau de vouloir comprendre les autres, mais comment est-ce qu'on peut développer une empathie? Moi, je l'appelle une empathie saine. Voilà, donc c'est vrai on sait comprendre les autres, on sait quand c'est de la douleur, partager leur douleur, en tout cas être présent pour les autres, mais vraiment garder un certain équilibre pour ne pas s'oublier. Parce que en amont, tu as dit que l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment cette capacité à se comprendre, à comprendre les autres et à interagir avec eux. Et après, on nous enseigne l'empathie. L'empathie, c'est vraiment cette capacité à comprendre les autres, comprendre leurs émotions, voilà, être là pour eux. Comment faire justement pour développer, premièrement, ça c'est vraiment une double question, comment faire pour développer de l'empathie et comment faire pour la garder équilibrée, de sorte à ce que on ne soit pas trop versé sur les autres. L'empathie, effectivement, se mettre dans la peau des autres sans se perdre soi-même, c'est Exactement. quelque chose de pas facile en effet. C'est quelque chose de pas facile en effet. Il faut se dire, excusez-moi, j'ai un comité d'accueil derrière moi et donc, On comprend parfaitement. oui, donc pour développer une empathie saine, il faut déjà se dire que ce que l'autre traverse n'est pas ce que toi tu traverses. Ok. Je vais me mettre à la place de l'autre pour tenter de lui apporter des réponses en me mettant dans sa peau, perspective, mais je dois aussi me dire que ce n'est pas moi qui traverse ce Cette chemin, situation. c'est l'autre qui traverse cette situation. Donc je ne peux pas totalement m'engloutir
me perdre dans la situation. Je dois garder une certaine lucidité afin de pouvoir continuer d'aider l'autre personne. Donc, voilà un peu comment je mettrais en perspective l'empathie dans, dans ce cas-là. Ok. Là, c'est vraiment dans le cadre, là, ça c'est vraiment la deuxième partie de la question qui était comment faire pour ne pas plonger dans les émotions des autres, si je peux le dire comme ça. Comment ne pas vraiment aller dépasser la limite au niveau de notre expression de l'empathie. Maintenant, j'aimerais revenir sur la question parce que c'est une question qui m'a été posée une fois. La personne est venue, elle m'a dit, Paul, écoute, c'était donc avec la clinique de l'âme, il me dit, je pense que je suis quelqu'un d'assez égoïste, je pense beaucoup à moi, on me reproche souvent de trop penser à moi et de pas suffisamment des autres. Et il me dit, mais comment moi je fais pour penser aux autres? Comment donc développer, comment est-ce que moi je peux développer de l'empathie? Donc, est-ce que toi, ce soir, tu as une réponse à cette question? Oui, c'est pas facile. C'est vrai que pour beaucoup, ils ont appris à se concentrer sur eux seuls. Et l'exercice, c'est de se dire que je ne suis pas seul. Au début du programme, au début de la session, nous avons défini un peu l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre ce qui se passe en nous, mais aussi dans les autres. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Avoir une certaine conscience de ce qui se passe en nous et dans les autres. Certains sont tellement remplis d'eux-mêmes, full of themselves, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'ils ne voient que personne d'autre, quoi. Et là, c'est pas un schéma souhaitable. C'est pas un schéma souhaitable. Il faut pouvoir développer de l'empathie en se disant que je ne suis pas seul. Autant j'ai des besoins d'attention, j'ai des besoins, j'aimerais qu'on puisse voir ce que je fais, qu'on puisse reconnaître mes efforts sur telle ou telle chose, autant j'aimerais qu'on me respecte. Je dois aussi me dire que les autres veulent qu'on les respecte. Encore une fois, je reviens sur la Bible. Il est écrit quelque part, faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Il n'y a pas meilleure expression de l'empathie que ce passage-là. Faire aux autres ce que l'on veut en face à soi-même. C'est déjà une manifestation, quelque part, de l'empathie. Se dire qu'on n'est pas seul. Les autres aussi ont besoin de ce que moi, de ce à quoi je suis pire. Wow, wow, ça c'est vraiment une très belle réponse que je pense que je vais noter. Et c'est cette réponse que je donnerai aux prochaines personnes qui me poseront la même question. Faire aux autres ce que l'on aimerait que l'on fasse pour nous, de se dire c'est vrai j'existe, et ben les autres aussi sont là et c'est vrai que je n'ai peut-être pas cette sensibilité de vraiment percevoir la douleur, la difficulté de l'autre, mais si j'étais dans sa situation, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi? C'est vraiment de se wow. Merci beaucoup en tout cas pour ta réponse qui est très brève, très claire, très concise. Merci beaucoup. Alors moi je reviens. Oui. Votre sens de la concision, de la synthèse, j'apprécie beaucoup. Hein. Wow. Merci beaucoup. Je pense que c'est le résultat de Toastmaster. Quand on est animateur, faut bien savoir tout. tout gérer et tout ça. En tout cas, moi, je dis merci au Club Toastmaster pour la formation. Merci, Toastmaster. Ma prochaine question, toujours autour des émotions, parce que on a bien compris que tout est lié pour vraiment développer, s'épanouir professionnellement comme personnellement. L'intelligence émotionnelle est limite au centre. Elle connecte vraiment les deux univers. Et donc, l'élément que l'on va apprendre à gérer tout cet univers, ce sont les émotions. Je vais revenir sur le cadre professionnel. On va aller sur une émotion négative. Comment est-ce qu'on peut faire, Monsieur Narcisse, pour transformer une émotion négative en levier de croissance personnelle? Compris. Je vais donner ce à quoi je pense maintenant. Dans le milieu professionnel, tu peux à un hiérarchique qui te rabaisse, qui minimise ton travail, qui te montre que vraiment tu n'en vaux rien, quoi.
alors que tu connais ta valeur. Ça crée une émotion négative en toi, une émotion de colère, Frustration de parfois. questionnement, de rabaissement, de frustration. Mais je dis surtout de questionnement sur ta vraie valeur. Ok. Voilà. Il faut se dire que oui, je ne laisserai pas quelqu'un d'autre définir ma valeur. Euh, je ne serai pas défini par l'incapacité des autres à voir la lumière qui brille en moi. Donc, ce que je vais faire en sorte que ma lumière brille davantage. Je vais me former sur ce qu'on m'a reproché. Si c'est avéré, je vais me former, je vais me développer, je vais soigner mon travail pour laisser ma lumière briller davantage. Et ça, c'est vraiment la meilleure réponse à des frustrations qu'on reçoit dans le milieu Négatif. professionnel. Et là, sur le coup, je me Il y en a souviens, je me beaucoup. rappelle de ce que Emerléon a dit un peu plus tôt quand il disait que certaines personnes fuient limite leurs émotions, elles les refoulent, elles préfèrent se plonger dans le travail, elles préfèrent voilà travailler jusqu'à des heures pas possibles, simplement parce qu'en réalité ils sont en train de refouler une émotion, peut-être un parent à la maison, une situation en tout cas hors du milieu professionnel, qu'ils essaient de fuir. Ils fuient en fait leurs émotions. Et dans ce que tu viens de dire, tu dis en réalité que lorsque l'on sent une émotion négative qui monte en nous, l'attitude à adopter, c'est justement de, encore une fois, donc, de se questionner et de se dire comment est-ce que je peux faire pour transformer ça, transformer cette frustration que j'ai fait pour justement que pour ne pas me laisser être définie par la lumière des autres, du moins parce que les autres voient parce que les autres voient en moi en fait. C'est ça. J'espère que j'ai bien compris. Par leur Voilà. incapacité, Leur par leur incapacité incapacité à voir ma lumière. exactement. Alors, je me dis, admettons que ce soit moi qui soit dans cette situation-là, à ce niveau-là, je ne vais pas donc me retrouver dans le refoulement des émotions, mais plutôt dans la gestion de mon émotion. Je vais me dire, d'accord, c'est vrai, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai appris, voilà, je connais ma compétence. Mais étant donné que mon chef hiérarchique n'est pas capable, du moins, soit il fait exprès, soit il ne veut juste pas voir, de voir vraiment ces qualités que j'ai, je vais donc travailler à m'améliorer de sorte à ce que ça soit vraiment, si je peux dire, visible, évident aux yeux de tous. Yeah. Donc, on n'est pas dans le refoulement des émotions, de se dire, voilà, je suis énervée, je vais travailler, je vais bosser, mais plutôt de se dire, non, ok, il m'a fait des remarques, c'est vrai que personnellement, je ne les accepte pas, je ne les reconnais pas, mais accordons-leur le bénéfice du doute. Je vais m'améliorer, je vais travailler encore pour pouvoir être meilleure que je ne suis aujourd'hui. Et je pense que là, on va vraiment dans la gestion. Je vais rebondir. Oui. Toujours en ligne avec ce que tu dis, je vais rebondir sur ce que Emerléon a dit dans un commentaire. Je le lis. Il dit, tu vas le voir très déterminant, très engagé, mais dans le fond, tout est animé par des blessures. Exactement. Oui, c'est le cas de celui qui n'a pas d'intelligence émotionnelle. Il est en fait en mode automatique, il réagit. Bon, on m'a frustré, on m'a blessé, soit je vais répondre négativement, ou bien je vais m'acharner dans le travail, travailler pour corriger cette blessure. Bon, là, la personne va répondre à la blessure, va chercher à répondre à la personne. L'attitude saine, c'est de travailler de manière acharnée pour grandir soi-même. On a été blessé, c'est vrai, je reconnais la blessure. Ils ont raison, peut-être que c'est un peu trop paresseux, peut-être que mon travail n'était pas aussi excellent. Donc je dois m'améliorer. Et là, je vais travailler moi-même pour m'améliorer, pour me développer. Et au-delà de la blessure que j'ai eue, je vais mettre en avant le besoin que j'ai de me développer, de devenir quelqu'un de différent, de devenir quelqu'un de plus fort. Yes. Voilà. Alors, vraiment, de ne pas prendre, si je peux dire, cet élément négatif comme étant carburant de nos actions, mais de se dire,
ok, c'est vrai, c'est une blessure, mais je ne veux pas comme prouver à celui qui m'a blessé qu'il avait tort de me blesser. De se dire, je prends sur moi, je veux travailler pour mon bien à moi, pas nécessairement pour prouver, mais plutôt pour vraiment, pour ne pas laisser que ce que les gens disent m'affecte et me détruise intérieurement, ou du moins brise ma confiance en moi. Parce que je pense que c'est aussi là le risque. Parce qu'après, on va vraiment dépendre de ce que les gens pensent, de l'opinion des gens, et on va automatiquement perdre cette paix intérieure. On va vraiment être toujours à la course à la course des comment on appelle ça, des reconnaissances, à la course des félicitations des gens, des remarques, enfin des applaudissements, la validation, exactement, c'est le mot que je cherchais, la validation des autres, et au final, on se perd justement dans tout ça. Mais l'attitude à avoir, c'est vraiment de se dire, c'est vrai, j'ai été blessée, mais je ne veux pas, l'action que je vais poser ne vient pas pour prouver à celui qui m'a blessé qu'il avait raison de me blesser, mais plutôt pour me soigner, pour me soigner personnellement. Si je peux le dire comme ça. Pour me soigner, pour mon propre épanouissement. Voilà. Ouvrir les yeux sur des aspects de ma vie qui ont besoin de grandir, qui ont besoin d'être développés ou d'être corrigés, simplement. C'est vraiment ça l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire se détacher de l'émotion elle-même. Et dire, bon, j'ai été blessé, ça me fait mal. D'accord, mais pourquoi j'ai mal? Si on avait dit la même chose à cette autre personne, est-ce qu'elle réagirait de la même manière que moi? On se pose la question. On se corrige et on pose des actions qui s'avèrent nécessaires. Wow. Wow. Et du coup, on va rester dans le domaine émotionnel. Je vais voir, j'ai fait beaucoup de commentaires. Alors, il y a quelqu'un qui a dit Golden Eagle, c'est Ryan. Il dit, j'aimerais vraiment me faire former également. Ah, je pense que là, c'était Toastmaster. En tout cas, c'est comme j'ai dit, les réunions du club Toastmaster se tiennent tous les 2e et 4e jeudis de chaque mois. 17h à l'hôtel olympique. Mais il y a également d'autres clubs. Il y a d'autres clubs qui ont des réunions. Oui. Parce que pour le jeudi, c'est uniquement l'Ikondi, mais il y a d'autres clubs qui se rassemblent, qui se réunissent, je pense, le samedi. Et samedi matin. Et puis, toujours samedi après-midi. En tout cas, yeah. En tout cas, je pourrais te faire parvenir toutes les informations sur les dates, les jours de réunion de tous les différents clubs de prise de parole en public qui se tiennent à Brazzaville, bien entendu. Alors moi, j'aimerais savoir comment est-ce que l'on fait dans ce cas pour développer un environnement de travail qui favorise le développement émotionnel pour vous en tant que leader, pour toi en tant que leader, comment est-ce que... Quand tu as déjà circonscrit. Sinon, moi, j'allais me mettre déjà dans 2 postures. Dans la posture du leader responsable. Ok, non, ça peut aller dans les 2 sens. Voilà. Nous sommes là pour recevoir, donc nous allons recevoir les 2 postures, les 2 cas de figure. Donc, dans le premier cas de figure, si on est responsable, on est chef, on dit ça comme ça, le leader, c'est déjà de développer un cadre de sécurité auprès des collaborateurs. Être un responsable qui écoute les collaborateurs plutôt que de censurer. Il y en a qui ne donnent pas l'opportunité à leurs collègues de réagir, de faire des propositions. La censure est toujours là. Et là, ça fait que les gens peuvent s'enfermer. Donc, l'idéal pour développer une certaine atmosphère saine dans un service, dans une équipe, c'est d'encourager l'écoute. C'est-à-dire que les responsables sont responsables qui écoutent, qui laissent les autres s'exprimer et qui rassurent les autres. Les autres doivent se sentir en sécurité. Voilà. Et maintenant, pour celui qui est, je ne vais pas dire bas de l'échelle, mais monsieur tout le monde. Un collaborateur. Déjà,
collaborateurs, c'est un peu plus difficile dans cette posture. C'est-à-dire que lorsque soi-même on a déjà cette conscience, cette intelligence émotionnelle, c'est de pouvoir naviguer avec son responsable ou ses responsables qui forcément n'ont pas cette intelligence-là. C'est pas très aisé. Il y a très peu de leviers par rapport à cela, sinon que soi-même, quoi. Parler moins, laisser les responsables parler vraiment moins et saisir des opportunités spécifiques pour prendre la parole et faire des propositions. Et lorsque tout cela n'est pas possible, ben, se préserver soi-même, hein, simplement. Se préserver soi-même en évitant, j'insiste encore, de trop parler, de trop en donner, de trop dire, au risque de se voir labellisé et de se voir mis à l'écart. Voilà. C'est pas facile quand on n'a pas trop de levier, mais c'est pas impossible, pas hors de portée. Over to you. Yama qui ton micro est fermé. Un peu d'anglicisme. Sorry, mais je me rendais plus compte. Alors, dans le premier cas de figure où c'est toi le leader, on se rend compte qu'en fait, il faut vraiment développer un type de leadership qui, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, qui est assez open. Donc, tu as dit qu'il donne la possibilité aux uns et aux autres de s'exprimer, un cadre vraiment sécurisé, qui donne la possibilité aux uns et aux autres de s'exprimer, de partager, je pense, leur opinion, leur avis par rapport à telle ou telle chose, et de peut-être pas annuler, parce que la censure reste toujours importante, nécessaire dans certains cas, mais limiter la censure. Ok. Et dans le cas... Après, tout dépend du cadre aussi. Hein. Les collaborateurs, il faut étudier les collaborateurs. Il y en a qui sont têtus, il y en a qui sont très participatifs, qui comprennent ce que vous dites et qui n'ont pas besoin de se voir taper dessus, crier dessus pour être à l'exécution. Voilà, il faut quand même faire attention, quoi. Quand même faire attention. Je te laisse continuer. Alors, moi, je comprends que en milieu professionnel, tout comme dans la vie de tous les jours en réalité, parce qu'on est toujours en contact avec des êtres humains, il est vraiment important de développer notre intelligence émotionnelle. Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle est quand même une compétence, si je peux l'appeler une compétence clé dans certains domaines? Oui. Moi, je dirais oui. De plus en plus aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle est devenue une compétence recherchée, est devenue une compétence qu'il faut pouvoir développer. L'environnement du travail a beaucoup changé et on doit évoluer avec les changements. Et il y a beaucoup plus de pression, il y a beaucoup plus de contraintes, il y a beaucoup plus de choses qui facilement peuvent nous déstabiliser du point de vue personnel. Et si on n'a pas une conscience, si on n'a pas une intelligence, on va dire ça comme ça, des émotions, on va toujours se retrouver être victime des choses normalement qui n'auraient pas lieu d'être. Et donc, il faut vraiment développer cette intelligence émotionnelle. Dans le milieu professionnel, il n'y a pas que des conflits avec les hiérarchiques, il peut y avoir des conflits entre collègues, des provocations, des limades, certaines choses, de bullying, tout ça. Il faut connaître ces jeux-là, comprendre ces jeux, bon, ne pas se laisser manipuler, se laisser berner, s'il faut prendre le terme couramment utilisé, se laisser berner par les jeux de pouvoir, les jeux de politique au sein des entreprises, au sein des équipes, pour pouvoir tenir. Voilà, c'est très important l'intelligence émotionnelle. Nous comprenons que l'intelligence émotionnelle devient aujourd'hui une compétence importante qu'il faut développer, qu'il faut mettre en valeur. Et
elle va nous aider tant dans le milieu professionnel que dans notre vie voilà, quotidienne, au sein de nos familles, au sein de nos espaces, moi j'ai envie de dire même dans les espaces religieux, parce que même à l'église aussi, on est face à ça, il y a des responsables, il y a des collaborateurs, parce qu'au sein des ministères et autres, et la communication n'est pas toujours facile. La communication n'est pas toujours facile parce qu'après, on va vouloir, dans certains cas, tout spiritualiser, justifier certaines réactions, justifier certaines réponses, dire voilà, on va toujours chercher un verset qui va comme couvrir ou qui va, parce que moi je veux pas dire supporter ou soutenir, mais qui va camoufler notre mauvaise action. On va vouloir dire voilà, moi je suis franc, je suis honnête, faut être, la Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, et les gens utilisent ce genre de verset pour, voilà, j'ai pas envie de dire agresser, mais rabaisser les autres, voilà, rabaisser les autres. Dans certains cas, quand c'est lui le leader intimidé, on va revenir sur c'est moi l'autorité, vous n'avez pas le droit, voilà. Donc c'est vraiment important de développer notre intelligence émotionnelle, et ce n'est pas que dans le milieu professionnel. À l'église aussi, nous sommes enfants de Dieu. Ne pensons pas que parce que c'est l'église, voilà, on va tout oublier, on va tout tout mettre de côté. C'est un espace où nous interagissons avec des êtres humains, pas des anges. Donc, personne n'est un ange là-bas, c'est vrai. On peut parler en langue comme on veut, on peut avoir des visions comme on veut, on peut prophétiser comme on veut, mais n'oublions pas que nous sommes des êtres humains et nous avons des émotions et qu'à un moment donné, il faut être conscient de ça. Peu importe comment on peut être profond dans la parole, mais la même parole nous dit que c'est ça l'amour. L'amour, c'est, tu peux prophétiser comme tu veux, tu peux, voilà, avoir des visions comme tu veux, mais si tu n'as pas si tu ne développes pas j'ai envie de certains fruits, tu n'as pas l'amour en fait. Et ça sert à rien d'avoir des visions si tu n'as pas l'amour. Parce que l'amour, c'est la nature de Dieu. Donc en réalité, autant ne pas avoir des visions, mais développer tous ces fruits de l'esprit et vraiment ressembler à Dieu. Parce qu'à la fin de la journée, moi je me dis, moi j'ai pas envie d'avoir des visions, j'ai pas envie de prophétiser, je n'ai pas envie de guérir les malades si je ne ressemble pas à Dieu. Ouais. J'ai pas envie d'être de ceux-là que Dieu va dire, oui c'est bien, tu vas gagner des âmes, mais merci, je te connais pas. Parce que simplement Dieu ne se retrouve pas, Dieu ne se voit pas en nous. Et ce n'est pas, et j'aime le dire, l'intelligence émotionnelle, c'est pas quelque chose de, voilà, Paul avec ses histoires de blanc. Non. C'est vraiment quelque chose de réel. J'ai fait une vidéo YouTube avec une amie, c'est vrai, c'est en anglais, mais on doit tous apprendre anglais, où on faisait vraiment peut-être pas la comparaison, mais où on était en train vraiment de lier la psychologie à la foi chrétienne. Et on expliquait dans cette vidéo que l'intelligence émotionnelle n'a rien de récent. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé hier ou il y a 10 ans. Elle a toujours existé, elle existe, elle est présente partout dans la Bible. La Bible, elle est claire. Vous voyez? Donc vraiment, chers enfants de Dieu, soyons chrétiens, croyons en Dieu, prions, ayant des visions, tout ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, repartons sur le 1 Corinthiens 13, si je ne me trompe pas. C'est ce verset-là qui décrit vraiment qu'est-ce que c'est que l'amour. On parle de la patience, de la tempérance, de la bienveillance. Tout ça, c'est, quelque part, c'est l'empathie. La bienveillance, c'est de l'empathie en réalité. Être bienveillant envers l'autre, c'est être capable de comprendre l'autre, de se dire, il est en difficulté. C'est vrai que je ne sais pas forcément, je ne suis jamais passée par là, mais je peux faire l'effort pour lui, parce que j'aurais aimé que moi aussi un jour, si je me trouve dans cette situation, je pense que Monsieur Narcisse, il a dit tout à l'heure, c'est vraiment de se dire, c'est vrai, je ne suis pas habituée à ça, je ne le fais pas habituellement, mais si moi je me retrouve dans cette situation, j'apprécierais que l'on m'aide, j'apprécierais qu'on fasse telle ou telle chose pour moi. Donc franchement, de ne pas dissocier les deux, de se dire, ça c'est quelque chose qu'il faut appliquer au travail, qu'il faut appliquer en milieu professionnel, et quand je suis à l'église, bah voilà, les anges sont là. Non. Et c'est paradoxal parce que en réalité, c'est même au sein de l'église et c'est bizarre, moi je comprends pas. C'est au sein de l'église que tout le monde, que les gens, moi je veux dire, montrent leur pire caractère. Comme pour dire, Dieu est amour, il va nous pardonner, voilà, et puis venons à lui tel que nous sommes. Non, frère. Donc, pensons à développer notre intelligence émotionnelle. Effectivement. On se retrouve dans l'église, hein, on se retrouve beaucoup dans des situations de refoulement de nos émotions plutôt que de leur en soi. J'ai beaucoup aimé ce que tu dis hein, sur le parallèle entre les émotions, la gestion, ou plutôt l'intelligence émotionnelle et la foi chrétienne. Il n'y a pas d'incompatibilité. Bon, je n'ai pas encore suivi la vidéo en anglais, mais je repartirai la suivre. Mais moi, j'aime bien un passage de 1 Jean
où il est écrit que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. L'âme est le siège de nos émotions. La prospérité comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que si tu as une âme qui est pourrie, une âme qui est amère, une âme qui est tout le temps dans le ressentiment, qui abaisse les autres, ça veut dire que ça ne va pas. Et il y a un autre passage, c'est dans Philippiens ou Éphésiens, je ne sais plus trop, il dit que des pensées louables, admirables, enfin, que tout ce qui est louable, admirable, digne d'approbation, digne d'appréciation soit l'objet de vos pensées. C'est dit dans la parole de Dieu aussi. Donc, ça veut dire que nous ne devons pas faire taire notre pensée, faire taire nos émotions, quand on est dans la foi chrétienne. On doit pouvoir également s'instruire sur ces sujets et prendre conscience de cette réalité. C'est un peu dommage, hein, c'est dommage de voir beaucoup qui se cachent derrière la spiritualité ou leur statut au sein de la hiérarchie ecclésiastique pour écraser les autres. Non, ce n'est pas dans l'esprit même de l'amour de Christ. Jésus-Christ ne regardait même pas à ses positions, il allait laver les pieds de ses disciples. C'était un vrai leader, le leader des leaders. C'est à lui que nous devons regarder. Mais, bon, bref, je crois que ce n'est pas l'objet. C'est juste une parenthèse. Je prendrai plaisir à c'était juste une parenthèse. Merci beaucoup. Tout à l'heure, dans ta prise de parole, tu as dit qu'aujourd'hui, le monde du travail évolue, il a totalement changé. Et moi, j'aimerais vraiment revenir sur un point. On a beaucoup plus de pression. Aujourd'hui, au niveau des entreprises, les attentes sont élevées. On veut être plus productif, on veut être plus compétitif. Alors, les employeurs, en tout cas, deviennent très, très, très exigeants envers les employés. Et après, il y a tellement de pression, beaucoup de stress. Et ce sont de grosses fatigues. Au final, on se retrouve avec des employés épuisés, certains qui tombent dans le burn-out. Alors, je repars sur l'exemple de l'employé qui vraiment, après avoir reçu des remarques, se dit, il faut que je bosse, il faut que je travaille sur moi, il faut que je fasse ci ou ça pour que mon travail soit apprécié ou vu et reconnu. Cet employé-là va se mettre à travailler et à un moment donné, son corps va s'épuiser. À quel moment en tout cas, ou je ne sais pas s'il faut dire comment est-ce qu'on fait, ou comment est-ce qu'on peut dissocier le burn-out de la fatigue? Parce que ça aussi, je pense que quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est vraiment de se comprendre, de savoir comment est-ce qu'on fonctionne et de se dire, ok, là, je pense que j'ai atteint ma limite. Il faut que je fasse une pause. À une situation où, bon, j'ai assez fait, je suis fatigué, je me repose, je recharge mes batteries et je reprends la marche. Ça, c'est la fatigue simplement. Tout le monde peut être soumis à la fatigue. Même moi, quand je suis fatigué, je suis parfois très, très susceptible, très irritable, très facilement irritable quand je suis fatigué. Et quand j'ai faim, bien sûr. Quand j'ai faim. En tout cas, pour un rien, je peux être très vilain. Et j'ai compris cet état qui est mien. Mon épouse aussi a compris, les enfants aussi ont compris que lorsque papa est fatigué, quand il dit déjà qu'il a faim, implicitement, ça veut dire aussi faites attention à ce que vous allez lui dire, ne venez pas trop graviter autour de lui. Voilà. Bon. C'est une parenthèse. Donc, la fatigue a juste besoin d'un repos. On a juste besoin d'un repos. On se ressource et on se relève. Alors que le burn-out, s'il est destructeur, le burn-out, non seulement vous êtes fatigué, mais le repos ne vous restaure pas. Le calme ne vous restaure pas. Vous rentrez à la maison, vous dormez. Lorsque vous revenez au travail, vous êtes déjà cassé avant même d'arriver au bureau. Vous pensez, vous avez tout le schéma de ce qui va se passer encore au bureau le lendemain. Et là, c'est déjà une forme de burn-out. Et l'extrême peut être des crises. Hein. On peut faire des crises aussi. Quelqu'un fait une crise, il tombe, il perd connaissance ou bien il est touché psychologiquement. Ça arrive. Et donc, il faut faire la différence entre les deux. La fatigue
vous reposez et vous relevez, alors que le burn-out, il est très destructeur, c'est-à-dire quel que soit ce que vous faites, la situation est toujours là. La situation est toujours là. Et là, il faut pouvoir reconnaître son état et chercher de l'aide. Là aussi, c'est un autre problème, chercher de l'aide. Lorsqu'on atteint un certain statut social, mais aussi au niveau professionnel, on n'est pas prompt à chercher de l'aide. On a du mal à demander de l'aide, quoi. On est connu pour être fort, on veut préserver les apparences, mais pendant ce temps, on est en train de se ranger soi-même au-dedans. C'est important d'avoir une oreille, d'avoir quelqu'un à qui on peut parler. Ça peut être un ami, ça peut être un aîné, quelqu'un qu'on respecte, ça peut être son épouse ou son époux, ça peut être son pasteur, ça peut être une figure d'autorité qu'on a, mais quelqu'un en tout cas qu'on respecte, quelqu'un à qui on peut parler et dont on peut recevoir des paroles d'encouragement, des orientations. C'est très important. Moi, je plains beaucoup certaines personnes qui sont très très visibles, qui sont très fortes, mais dans la réalité, ce sont des luttes seules, des luttes internes. Et un bon matin, on entend ah bien tel a fait une crise, AVC, ou bien commence à délirer en route, on ne sait pas trop, ou bien la personne, tout d'un coup, elle fait un volte-face dans son milieu professionnel, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ce sont des émotions qui ont été refoulées, mis dans le placard, entassées, emmagasinées jusqu'à boum. Donc il faut pouvoir trouver quelqu'un à qui parler. Tu as dit quelque chose d'assez sur lequel j'aimerais revenir. Tu as parlé du fait que lorsque l'on atteint un certain niveau social, que ça soit bon, au niveau de la société ou bien même en entreprise, on a souvent cette difficulté à demander de l'aide. Et je me suis retrouvée une fois face à une personne qui justement est en train de gravir les échelons. Et une fois, il me disait, Paul, j'ai l'impression que je ne sais plus à qui parler. Et justement, là, c'est exactement ce que tu viens de dire. Il me dit, je suis responsable au bureau, donc je ne peux pas m'asseoir avec quelqu'un et discuter de mes problèmes. La personne pourra se servir de ça au bureau contre moi parce que je suis quand même un responsable. Et au niveau de dans mon entourage, mes amis et autres, par rapport à mon statut social, je suis plus élevée qu'eux. Donc si je pars vers eux, ça sera la même chose. Ils seront peut-être pas capables de me conseiller, de m'écouter simplement comme je le souhaite. Et la personne était perdue. Et c'est là que j'ai réalisé, je vois souvent des posts sur Internet qui disent que c'est au sommet de la montagne que l'on se sent le plus seul. Yeah. C'est lorsqu'on arrive vraiment au sommet de la montagne que l'on se sent le plus seul. Et j'ai fait beaucoup d'études, vu beaucoup de vidéos, aussi, lu beaucoup de livres et je me réalise que c'est effectivement le cas en fait. Et je me dis, la chose à faire, parce que c'est bien beau de se dire, il faut qu'on parle à quelqu'un. Mais déjà, il faudrait que ça soit une personne de confiance. La confiance ne tombe pas du ciel. Elle se bâtit avec le temps. Et elle se mérite même dans certains cas. On est des jeunes, je pense que la majorité ici sont quand même adultes, plus de 18 ans. On veut tous arriver quelque part. On a des plans, on a des projets. Et je ne vois pas quelqu'un qui va planifier devenir vendeur de chaussures au bord de la route. Non. On veut tous être à un certain niveau. Et il faut que l'on avance en ayant en tête que plus on avance, plus on monte, plus on sera seul. Donc, autant, alors que l'on est en train de monter, se forger, se bâtir certaines relations, j'ai envie de dire de confiance, des personnes sur qui on pourra compter une fois que l'on arrive au sommet. Comment est-ce que, moi je dis, ma question c'est vraiment, comment est-ce que l'on bâtit alors ce genre de relation? Parce que je discute avec beaucoup de personnes et souvent ça revient. Les gens, ils savent pas forcément à qui parler. Et même, on va parler des pasteurs, d'autres qui vont aller vers leur pasteur, mais voilà, ils sentent que c'est pas forcément ça. Et ils disent, c'est vrai que c'est mon pasteur, mais il y a certaines choses que j'ai envie de partager à un ami, pas forcément à un pasteur. J'ai envie de partager d'avoir une certaine attitude avec un ami, pas forcément un pasteur. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on bâtit ce genre de relation?
Comment est-ce qu'on bâtit des relations saines, s'il faut dire ça comme ça? Oui, c'est pas. C'est une question difficile, hein. C'est une question difficile parce que moi-même aussi, je suis en train de chercher. C'est une question difficile. Comment bâtir des relations saines? C'est pas facile. Mais je crois que le point central, c'est la solitude. On a parlé de la solitude au sommet. C'est une réalité. On est vraiment seul. Mais c'est important, surtout, d'a- d'être dans une communauté ou d'avoir des amis devant qui on n'est pas complexé et qui eux aussi ne sont pas complexés de notre éclat. Les étoiles entre elles brillent dans la nuit. Chaque étoile brille, mais aucune étoile n'est complexée par l'éclat de l'autre. Et l'éclat d'aucune étoile engloutit celle de l'autre. Donc c'est important d'être dans un cercle, d'avoir des amis qui brillent comme vous et qui ne sont pas complexés par votre éclat. C'est pas facile d'en trouver, mais il faut quand même chercher. Chercher ceux qui vous ressemblent. Aujourd'hui, nous avons aussi des communautés en ligne, hein, qui aident beaucoup, qui participent beaucoup à cela. Des communautés en ligne, des communautés de like-minded. Par exemple, je fais partie d'une communauté aussi, une communauté de personnes très, très... Moi, je les appelle les high flyers. C'est-à-dire des gens qui volent très haut, quoi. Et des gens qui te poussent à aller plus haut. Des gens qui te décomplexent devant tes manquements, devant qui tu es, mais qui par contre te poussent à aller plus haut et devant qui tu peux aussi t'ouvrir et espérer avoir de l'aide. Il y a des personnes que nous suivons, des leaders en ligne sur les réseaux sociaux ou bien même dans la vie de tous les jours, qui ont des groupes, des masterminds, des rassemblements, se disent que bon, chaque mois, on se retrouve un dimanche après-midi, on a 2 ou 3 heures, le leader il est là, il parle, tantôt ce sont d'autres dans la communauté qui s'expriment et chacun aura une réponse à ces questions. Et vous êtes tous là parce que vous avez payé un prix. Vous vous reconnaissez d'abord dans votre valeur personnelle et vous avez payé le prix pour rejoindre le mastermind. Parce que ce qui a de la valeur a toujours un prix. Quand vous voulez aller quelque part, vous devez toujours payer quelque chose, quoi, dépenser quelque chose, soit de votre temps, soit de votre énergie, soit naturellement de votre argent. Et donc, quand on voit quelqu'un dans ce cercle, quand vous voyez quelqu'un dans ce groupe-là, vous savez que cette personne s'est investie et est digne d'être là. Et ça permet déjà de dépasser certaines étapes de la confiance. C'est-à-dire, vous avez déjà un certain capital confiance qui est là dans le groupe, qui vous permet de vous ouvrir, de vous exprimer et d'espérer avoir un certain retour des autres. J'espère que je n'ai pas été très, très évasif. Je ne pense pas. En tout cas, moi, j'ai compris, j'espère pouvoir un jour faire partie de ce genre de communauté. Je pense que, et l'avantage de ce genre de, c'est, tu as mentionné que c'est vraiment un groupe qui te tire vers le haut. On n'est pas juste ensemble pour discuter, papoter, partager, voilà, nos journées, mais vraiment l'objectif, c'est que l'on monte ensemble. Et c'est ça la valeur ajoutée de ce genre de communauté. Exactement. Exactement. Aujourd'hui, il y a des communautés, des groupes d'amis. Bon, on se retrouve juste autour d'une bière le week-end, autour d'un jus. On va aller faire la bamboula. Ce n'est que ça, quoi. Donc, il n'y a pas de perspective d'avenir. Il n'y a pas de perspective de développement entre vous, de partage d'opportunités professionnelles, d'opportunités sociales. Non, il n'y en a pas. Ça, c'est pas bon signe. Donc, il est mieux déjà de faire le choix. On dira peut-être que c'est une mentalité capitaliste, mais c'est comme ça la vie, on n'y peut rien. Soit on avance, soit on recule. Le surplace n'existe pas, on est sur une pente. Donc soit vous montez, vous avancez. Si vous restez statique, si vous arrêtez les moteurs,
bah, on appelle cette force-là, la gravité va vous ramener vers le bas. Donc il faut aller de l'avant, il faut monter. Donc c'est important que nos groupements, nos associations nous mènent surtout vers le haut. C'est très important. Je te l'avais dit un peu en off, lorsque l'on commence à parler, le temps il s'écoule et on se dit mais déjà 1 heure de temps, déjà 1h30, oui. Le temps il file lorsque l'on prend la parole. Alors nous avons vraiment parlé de comment est-ce que ça s'appelle, d'intelligence émotionnelle, de l'importance de développer l'intelligence émotionnelle, de l'épanouissement personnel et l'épanouissement professionnel. On a pris différents exemples et j'aimerais vraiment revenir sur le fait que des définitions pour ceux qui nous rejoignent tout de suite là, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment notre invité, donc Monsieur Narcisse a dit que l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité que nous avons à prendre conscience de nos réactions et à en découvrir les sources. Il a également ajouté que c'est cette capacité également à se comprendre et à comprendre les autres sans se perdre. Il y a une question, nous avons parlé de l'empathie, c'est bien beau d'être présent pour les autres, c'est bien beau d'assister les autres, c'est bien beau de se mettre à la place des autres pour pouvoir mieux les comprendre, mais à un moment donné, certaines personnes, ou du moins dépassent la limite et au final, elles se perdent elles-mêmes. Donc c'est vraiment de se dire, telle personne a un problème, ce n'est pas le mien, c'est le sien, mais je vais l'aider à la mesure du possible, à la mesure de ce que je peux, sans pour autant dépasser certaines limites. Voilà. Nous avons pris beaucoup d'exemples sur la gestion des émotions, notamment dans le milieu professionnel. Et c'est vrai que nous n'avons pas parlé sur le milieu personnel ou encore la vie de tous les jours, mais voilà, c'est à peu près les mêmes règles qui s'appliquent, parce que même en famille, nous avons tous des personnes au-dessus de nous, nous avons des personnes au même rang que nous, et voilà. Donc les astuces sont quasiment les mêmes. Nous avons parlé, attendez, je vais revenir, de la nécessité de pouvoir développer notre intelligence émotionnelle parce que aujourd'hui, elle devient littéralement une compétence recherchée au milieu professionnel. C'est littéralement une compétence recherchée et c'est important de la développer. Et sur ce point, j'ai souligné que c'est vrai qu'il faut la développer dans le milieu professionnel, mais il ne faut pas oublier que partout où nous allons, en tout cas tant que nous sommes sur Terre, nous aurons affaire à des êtres humains, donc que ça soit en église, dans nos familles, il faudrait vraiment que l'on soit capable d'appliquer toutes ces règles, toutes ces méthodologies que nous apprenons sur l'intelligence émotionnelle, de ne pas vraiment de le circonscrire au milieu professionnel. Quand je suis au bureau, voilà, il faut que je gère mes émotions, il faut que j'agisse de telle manière, et dès que l'on dépasse le portail de notre lieu de travail, on reporte notre vieille veste et on se dit, voilà, je suis qui je suis et puis les gens vont quand même accepter, je suis comme ça. Non, s'il vous plaît. On veut un monde un peu plus en paix, donc s'il vous plaît, c'est un effort individuel, c'est vrai, mais que si tous prenons au sérieux, je pense que vraiment on va améliorer nos communautés, nos sociétés, pourquoi pas le monde entier. En tout cas, j'ai vraiment voulu prendre de petites brèches de tout ce qui a été dit ce soir pour ne pas trop spoiler le replay. Je tiens à ce que vous suiviez quand même le replay pour vous remettre à la page. Mais je voudrais rajouter quelque chose sur l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire l'intelligence émotionnelle nous permet aussi de poser des limites et de savoir dire non sans remords. C'est-à-dire parfois on peut être sollicité, on peut être poussé à bout, mais on ne sait pas souvent dire non. Ou bien, il y a une tendance qui déjà se dessine. Nous savons que si les choses persistent de cette manière, nous allons être affectés et soit la colère sera là, soit il y aura des mauvaises réactions. Nous savons cela. L'intelligence émotionnelle nous permet bien sûr de reconnaître cette tendance et de prendre action, d'anticiper, ne pas attendre que nous soyons affectés ou blessés pour après chercher à réparer. Donc l'intelligence émotionnelle permet de poser des limites. Un peu comme j'avais dit au début, que moi lorsque je suis un peu fatigué ou j'ai faim, il y a certaines choses que voilà, je préfère ne pas qu'on me fasse, je préfère éviter certaines choses au risque de mal réagir.
Voilà, donc c'est un peu ça. En tout cas, c'est très Donc, important. C'est très important de savoir dire non et de ne pas ensuite avoir des remords. Parce que je me rappelle à une époque où je savais dire non, mais après je revenais. Bon, finalement, j'ai changé d'avis. De vraiment se dire un non, voilà, c'est un non et puis j'ai le droit. Voilà, j'ai le droit de dire non. C'est vraiment un droit que moi j'ai. Et aujourd'hui, avec la clinique de l'âme, quand je parle à certaines personnes, je leur dis, tu as le droit de dire non. Ce n'est pas un interdit. Tu as le droit de dire non. Et il faut savoir que tout le monde veut être aidé. Mais si on est un peu logique, une seule personne ne peut pas aider le monde entier, peu importe la volonté que l'on a. Donc tu as le droit de dire non et de ne pas te sentir mal. C'est bien beau d'aider les autres, c'est bien beau de faire du bien aux autres. Et encore une fois, si on veut connaître nos limites et de se dire, ok, là, je sais que si je fais un pas de plus, je serai vraiment une mauvaise personne, je serai vilaine. Donc vraiment de connaître ses limites, d'accepter le fait que les autres soient en colère, n'accepte pas. Parce que c'est ça aussi, souvent on se dit, on veut tellement plaire, on veut tellement être accepté, parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes naturellement, nous avons cette tendance à vivre en communauté. Et lorsque l'on se sent rejeté, lorsque l'on a l'impression que voilà, je ne suis pas accepté, on a tendance à vouloir faire plus. Et c'est ce plus souvent qui nous détruit. Ça se fait en milieu professionnel, tu vas accepter les demandes de tout le monde, tu vas faire les tâches de tout le monde, tu es en gros le commis de tout le service. Et tu te dis, non, mais je rends service aux autres, oui, mais tu te rends pas service. Et à la maison, chaque fois que quelqu'un a besoin d'aide, la tante, l'oncle, le neveu ou je sais pas qui, c'est toujours toi, tu es toujours présent. Mais non, il faut savoir dire non. Et c'est pareil à l'église. Et moi, je le dis ouvertement à certaines personnes, quand tu sais que tu en as trop, c'est bon. Même Jésus avait des disciples. Jésus n'a pas tout fait. Jésus avait des disciples, il savait dire X et Y, allez dans telle ville. X et Y, allez dans telle ville. Donc, il faut parfois se dire, c'est ma limite. C'est vrai qu'il faut parfois se pousser, il faut parfois se mettre dans certains challenges, mais il faut toujours être conscient de notre santé émotionnelle. Et malheureusement, à l'église, nombreux, on fricote beaucoup avec le burn-out à cause de ça. Parce qu'on se dit, si je fais l'œuvre de Dieu avec négligence, Dieu ne va pas m'apprécier, Dieu ne va pas me trouver, Dieu ne va pas juger que je suis un bon serviteur, je vais décevoir Dieu, je vais décevoir le Saint-Esprit, je ne saurai pas mettre en valeur les talents que Dieu m'a donnés, je serai comme le serviteur qui a caché son talent, patati. En fait, il y a tellement de choses que l'on nous dit, et comme c'est écrit dans la Bible, on se dit, ah oui, c'est vrai. Et on se met tellement la pression que voilà, après au final, on devient déséquilibré en fait. Et c'est tellement dommage parce que nous sommes chrétiens. Nous sommes censés être les exemples, mais au final, nous sommes ceux qui sont les plus déséquilibrés. Oui, malheureusement, il y a beaucoup d'interprétations des passages bibliques, il y a beaucoup d'interprétations du service au sein de l'Église ou même à l'extérieur. Oui, et puis je veux faire la parenthèse, hein. Le service à Dieu ne se limite pas à l'Église seulement quand on est chrétien. Tu peux être fonctionnaire dans une structure, tu peux servir hors de l'Église, et du moment où tu sers les hommes, c'est comme un culte que tu rends à Dieu. Du moment où tu sers les hommes que Dieu a créés. Donc c'est quelque chose de très délicat quand même, très délicat. Nous devons faire très attention aux interprétations que nous donnons de la parole, mais surtout prendre conscience de notre état émotionnel, mais aussi de nos limites. Parce que comme tu l'as dit, beaucoup se donnent à fond jusqu'à l'extrême et après c'est le burn-out. Bon, ce n'est vraiment pas le sujet de ce soir, mais il faudrait peut-être qu'on mette ça sur la table à une autre occasion. Mais c'est important qu'on prenne conscience. C'est important qu'on prenne conscience. Beaucoup sont dans le service, travaillent et se disent que si certaines choses ne sont pas faites, ben, le monde va s'arrêter. Non. La réalité est que ce soit dans l'église, que ce soit dans le séculier, si vous n'êtes pas là, quelqu'un d'autre fera les choses à votre place.
Peut-être pas avec la même saveur, la même teneur, la même ardeur, le même style que vous, mais s'il y a des choses qui doivent impérativement être faites, elles seront faites avec ou sans vous. Donc c'est important de prendre conscience de soi, de prendre soin de soi et voilà, de se souvenir aussi qu'on n'est pas seul, quoi. Que les autres aussi sont là, qu'ils ont besoin de cette même attention, de ces mêmes soins intérieurs que nous. Voilà, c'est à peu près déjà mes dernières paroles, parce que j'ai une contrainte aussi. En tout cas, j'étais prête à te demander ton mot de fin. Et bien entendu, je pense que tu connais la règle d'or du tea and break. On se sépare par une prière de notre invité. Donc, si tu peux nous donner ton mot de fin et nous bénir par ta prière ce soir, nous en serons ravis. Merci beaucoup. Donc, mon mot de fin, c'est un appel à l'intelligence émotionnelle. Rappelez que l'intelligence émotionnelle n'est pas quelque chose de lointain, mais c'est une réalité. C'est quelque chose que nous pouvons saisir aussi nous-mêmes, quelle que soit notre profession, quelle que soit notre position dans la société. Nous devons prendre conscience de l'intelligence émotionnelle et nous cultiver surtout sur cette question. Aujourd'hui, on a ChatGPT, on a Gemini, on a Google aussi qui est là. Nous pouvons nous former. Et même YouTube, moi je passe plus de temps sur YouTube, je suis des vidéos longues, je suis des contenus sur les thèmes sur lesquels je m'interroge. Et après, c'est une culture de plus que j'obtiens. Et lorsque je me retrouve en communauté avec les autres, j'ai une certaine longueur d'avance par rapport aux autres. Pas parce que je suis extraordinaire, mais c'est parce que j'ai consommé. Ce que nous consommons façonne qui nous sommes. Ce que nous laissons entrer dans nos oreilles, ce que nous laissons entrer dans nos yeux, façonne notre âme. Et donc, veillons à cela et cherchons à devenir des personnes meilleures parce que nous consommons. Voilà, donc je remercie toute la communauté de Tea Break. Je remercie Paul Kembo. Je donne le scoop, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est Paul et ma petite sœur que j'aime tant. Et donc, voilà, on a le même nom. Bon, moi, c'est NK. Sinon, c'est Narcisse Kiwari. Et elle aussi, c'est Paul Kiwari. Nous sommes frères et sœurs. Certains ont pu voir la petite ressemblance physique, le même nez à peu près. Oui, les yeux aussi. All right. C'était juste une parenthèse. Donc, je remercie beaucoup toute la communauté. Je serai très heureux de revenir à une autre occasion. Alors, so we go for the prayer now. That's right? Ok. Donc, nous allons prier. Seigneur, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous as accordé, pour ce temps de conversation, ce temps d'échange par lequel nous avons été édifiés réciproquement, mais aussi avec toute la communauté Tea Break. Père, je prie que ta main soit étendue sur ta servante, Paul Kembo. Donne-lui davantage d'inspiration, davantage de carrure, également de consistance dans ce qu'elle fait. Je prie que cette œuvre aille de l'avant, prospère, puisse-t-elle recevoir encore des invités de qualité, des invités qui vont non seulement la bénir elle en premier, mais aussi toute la communauté qui est connectée régulièrement à ces moments de tea break. Seigneur, je te remercie pour tout. Bénis tous ceux qui ont suivi cette émission et ceux qui suivront aussi cette émission. Permets que ce qui a été partagé ce soir puisse les édifier, puisse les emmener à prendre conscience de la place de l'intelligence émotionnelle dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, dans leur vie communautaire et de manière générale. Par-dessus tout, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, Monsieur Narcisse, d'avoir répondu présent à cette invitation. En tout cas, merci à vous qui avez été connectés. Merci à vous qui êtes encore connectés. Merci à vous qui nous rejoignez.
cas, nous avons été bénis. Je remercie également notre invité de ce soir, Monsieur Narcisse Kiwari. Et je donne encore le scoop. Si j'ai la possibilité aussi de m'inviter du Tea and Break aujourd'hui est né, c'est vraiment grâce à Toastmaster. Parce que je me souviens que c'était, je pense, lors de mon deuxième discours Toastmaster que l'idée de la clinique de l'âme est arrivée. C'est vrai, je suis passionnée d'intelligence émotionnelle, de guérison émotionnelle. J'en parlais aux gens, mais ce n'était pas vraiment structuré. Et lorsque j'ai commencé avec mon pathway, je me suis dit pourquoi ne pas me focaliser uniquement sur dans ce couloir-là, que tous mes discours vraiment tournent autour de l'intelligence émotionnelle, guérison émotionnelle. Alors mon premier discours, en tout cas après le bruit de glace, j'ai invité tout le monde et j'aurais dit bienvenue à la clinique de l'âme. C'était vraiment tombé comme ça. Et bien après, les uns, je me rappelle, il y avait Murphy, il y avait, moi je l'appelle Chronos, et puis tous les autres qui n'arrivaient pas à dire mais c'est quand la clinique de l'âme, on a besoin d'une séance là. Et c'est vraiment de là qu'est née la clinique de l'âme. Et avec le temps, j'ai découvert aussi Dominique qui m'a aidé à structurer un peu les choses et qui m'a encouragé, motivé. Et je pense que moi, cette communauté dont tu as parlé tout à l'heure, qui nous tire vers le haut, moi, franchement, je l'ai retrouvée autant au sein de Toastmaster et également au sein de Avi. Donc la communauté qui est dont la fondatrice c'est Dominique Ganao. Je pense que tu la connais, elle est un peu partout aussi comme toi. En tout cas, moi, je suis bénie, je veux vraiment te dire merci parce que tout est né, je veux dire à Toastmaster, tout est né de ce désir de faire comme les Yaya. Je me suis mise dans vos pas, je me suis mise entre vos jambes. Non mais littéralement, je me suis mise entre vos jambes pour voir ce que vous faisiez, pour m'introduire dans votre milieu. Et voilà, c'est cela qui a donné naissance au Tea and Break et également la clinique de l'âme, qui d'ailleurs a de grands et beaux projets pour 2026. En tout cas, moi, je vous invite à être connectés pour la 2026. Je vous remercie encore une fois et je vous dis bonne soirée chez vous. Et n'oubliez pas d'avoir votre tasse de thé toujours à côté. C'est important le thé. Alors, bye bye à tout le monde. Bonne soirée et merci encore.